économique et financier. Je me trouve avec le procureur de la République, M. Mohamedine Agoussa. M. Mohamedine, bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans votre structure. Alors, nous sommes là pour éclairer les Maliens sur ce que vous faites ici. Depuis décembre dernier, l'actualité judiciaire, tout le monde le sait, c'est le procès Paramouta Mbraeur qui s'est ouvert justement devant la chambre criminelle du pôle économique et judiciaire. Alors, dites à nos téléspectateurs, de quoi s'agit-il concrètement, monsieur le procureur? De quoi s'agit-il exactement? En fait, dans le cadre de l'OPM, l'OPM c'est la loi d'orientation et de programmation militaire qui a été adoptée dans les années 2015 déjà. 2015-2019 je crois c'est cette loi. Et donc plusieurs marchés, n'est-ce pas, ont été passés par les ministères sectoriels. Oui. Et approuvé par le ministère le ministère sectoriel. Le ministère sectoriel, c'est la Défense. Oui. Et approuvé par le ministère de l'Économie et des Finances naturellement. Et donc, ce sont deux contrats, deux marchés, si vous voulez, qui ont été passés, n'est-ce pas, et qui avaient pour but, naturellement, d'équiper nos forces de défense et de sécurité. Ces deux marchés, l'un, c'est avec Paramount. Paramount, c'est une société sud-africaine et qui portait sur l'achat et la livraison de 36 maraudeurs et leurs tourelles, mais également d'autres services, pièces de rechange, formation, etc. Les maraudeurs, ce sont ce qu'on appelle les blindés. On est d'accord. Maintenant, avec Embraer, cette fois-ci, une société brésilienne, le marché, c'était pour l'achat et l'acquisition de 6 avions Super Tucano. C'est des avions, mais pas seulement les avions, vous avez leur équipement, vous avez la formation des pilotes, vous avez les supports logistiques, etc. Tous ces contrats-là ont été signés dans le cadre de cette loi de programmation et d'orientation militaire. Et si ma mémoire est bonne, avec Paramount par exemple, c'était un contrat signé le 23 novembre 2015 et son avenant intervenu bien plus tard, le 20 et 22 juin 2017. Pour ce qui concerne Embraer, c'est le 13 octobre 2015 et son avenant le 30 novembre 2017. On est d'accord. Et pour des montants exprimés dans des devises, etc. Et donc c'est cette affaire qui, à l'époque, avait été contrôlée, ces deux marchés ont été contrôlés, si vous voulez auditer. Et il a été relevé un certain nombre de fautes qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, qui ont été dénoncées. Le pôle économique et financier de l'époque avait été saisi, parce que c'était bien avant l'opérationnalisation du pôle national économique et financier. C'était encore le pôle économique et financier de Bamako. La brigade a été saisie, elle a établi un procès verbal, mais puisque en matière de loi, le code de procédure pénale dit, par exemple, que si la responsabilité d'un membre du gouvernement, et d'ailleurs ce n'est pas seulement le code de procédure pénale qui le dit, c'est même la Constitution qui le dit, qu'il s'agit de la Constitution de 92, dans tous les cas où un ministre est impliqué pour avoir commis des fautes susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, la poursuite appartient au procureur général de la Cour suprême. Donc c'est pourquoi, quand nous recevons ici un dossier, que nous faisons nos investigations et qu'à la fin de nos investigations, nous pensons que la responsabilité d'un membre du gouvernement, par exemple, est encourue, le procureur que je suis, la loi m'oblige à transmettre les éléments réunis au procureur général de la Cour suprême qui, lui, apprécie l'opportunité de poursuite. C'est ce qui s'est passé dans ces dossiers, comme dans tous les autres d'ailleurs. Et le procureur général a requis l'ouverture d'une instruction judiciaire, laquelle a été conduite et menée par ce qu'on appelle, c'est-à-dire le juge d'instruction à la Cour suprême, on appelle chambre civile de l'instruction. Oui. Donc c'est eux qui ont fait instruire le dossier. Et à la fin de leur instruction, ils ont renvoyé les parties et la cause. Cette fois-ci, c'est la loi aussi qui le dit. Malgré qu'ils instruisent, avant, on renvoyait aux assises, mais puisqu'entre-temps, ce sont les chambres criminelles qui sont venues se substituer au cours d'assises, c'est pourquoi ce dossier est revenu maintenant au pôle national économique et financier pour qu'il soit jugé par la chambre criminelle du pôle national économique et financier. Et quand il y a procès, il y a des accusés. Monsieur le procureur, est-ce qu'on peut connaître les accusés et puis qu'est-ce qu'on les reproche au juste?
les reproches qui sont faits, ce sont des faits qui sont susceptibles de constituer les atteintes aux biens publics, le blanchiment des capitaux, les faux et usage de faux et complicité de ces faits. C'est ça la saisie. On est d'accord? Maintenant, les personnes... Ils sont au nombre de combien? En tout cas, c'est plus d'une dizaine de mises en cause. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de donner les autres informations parce que c'est un dossier qui est toujours en cours de jugement. Qui est toujours en cours, justement. Après donc plus de 2 mois de procès, quel est le verdict prononcé? Le verdict n'est pas encore prononcé. Le dossier n'a pas été jugé sur le fond. C'est-à-dire que nous avons tenu une audience qui s'est étalée sur 1 mois et demi environ, n'est-ce pas? Et comme n'importe quel dossier, l'instruction à la barre, c'est l'instruction définitive. Et le tribunal, n'est-ce pas, a estimé, la chambre criminelle a estimé qu'il y avait des zones encore d'ombre sur lesquelles elle a ordonné ce qu'on appelle un supplément d'information par un jugement avant dire droit. Et c'est légal. C'est-à-dire qu'il s'agisse du tribunal criminel ou du tribunal correctionnel. La formation du jugement a toujours la possibilité, si elle estime, si le tribunal estime par exemple, qu'il y a encore des investigations à faire, d'ordonner, dans le cadre de la manifestation de la vérité, que ces actes soient faits. Et c'est ce qui a été fait en date du 6 février. N'est-ce pas? Le tribunal, par un jugement avant dire droit, n'est-ce pas, a procédé au rabat du délibéré et a ordonné la réouverture de débat. Ce faisant, elle a ordonné un supplément d'information. Elle a désigné son président, n'est-ce pas, qui était membre de la Cour suprême, pour procéder à l'accomplissement d'un certain nombre d'actes. Quand ces actes seront posés, qui seront réunis, et que la Chambre va estimer que tout est fait, eh bien, pour avoir renvoyé au 23 mars 2026, eh bien, les débats vont reprendre. Et c'est ce qui va nous amener jusqu'à aller à la décision définitive que tout le monde attend, donc laquelle n'est pas encore rendue. Beaucoup de gens qui suivent ce procès ont comme l'impression qu'il y a un ralentissement volontaire qui se passe par rapport au verdict. Dans ce dossier, c'est quatre décisions qui ont été déjà rendues. Oui. Non, il n'y a pas de ralentissement. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Oui. Mais vous savez, le temps de la justice, oui, le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Le juge, il va prudemment, doucement. Il y a des questions qui sont posées pour lesquelles on a demandé des investigations de type particulier. Ce sont ces investigations qui seront faites. Quand les éléments seront réunis, on reprend et on va continuer jusqu'à avoir la décision définitive. Et ce dossier, comme n'importe quel autre dossier, et puis ce n'est pas la première fois. On se souviendra que même la cour d'assises récente a ordonné un supplément d'information. Les actes ont été posés, le procès a repris et le verdict est tombé. Nous, les juges, notre temps, le temps d'un dossier judiciaire et le temps que la population, ce n'est pas la même chose. Je vous ai dit aussi que nous avons 404 ouvertures d'enquête et qu'il y en a qui remontent jusqu'en 2014. Pour le moment, sur le fond, aucune décision n'a été rendue encore une fois. La Chambre a ordonné l'accomplissement d'un certain nombre d'actes au titre d'un complément d'information. C'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas de décision sur le fond. Personne n'a été déclaré coupable, personne n'a été déclaré non coupable. Donc, la décision sur le fond, c'est que les gens attendent. Cette décision n'est pas encore rendue. On est toujours dans les investigations. Le procès s'est tenu à l'absence de certains accusés. Quel est le sort qui leur est réservé, monsieur le procureur? Maintenant, il se trouve que, effectivement, il y a des mises en cause qui sont concernés, qui sont l'objet de mandats d'arrêt internationaux, n'est-ce pas, qui sont absents. Il reste toujours l'objet, n'est-ce pas, de l'arrêt qui a été renvoyé. Ensuite, il y en a effectivement dans la procédure qui sont sous mandat de dépôt, un mandat de dépôt qui a été pris
depuis l'instruction et qui sont concernés par l'ordonnance de clôture, mais également l'arrêt de renvoi, et ils restent sous mandat de dépôt. Mais par contre, il y en a qui, c'est à la veille du procès, que eux, pour ainsi dire, pour que vous compreniez, ont été placés en détention. Mais ça, ça n'a rien à voir, ce n'est pas des mandats de dépôt. Ça, c'est ce qu'on appelle la prise de corps. C'est-à-dire l'arrêt a ordonné prise de corps de ces personnes. Parce qu'en matière criminelle, l'idée c'est que la personne comparaît toujours en détention. Et d'ailleurs, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ces personnes-là, à la veille du jugement-là, elles doivent aller d'elles-mêmes se constituer prisonnières. Pour être simple, si moi je suis poursuivi devant un tribunal criminel, la loi m'oblige, si le procès a lieu demain, dès ce soir, de faire ma petite sacoche et je me présente devant le régisseur de la maison d'arrêt. Pour lui dire, ah oui, de façon volontaire. La loi dit se constituer prisonnier. Oui. Vous devez aller vous-même. Maintenant, si vous ne le faites pas, on va vous chercher et on va prendre corps de vous. C'est ce qu'on appelle la prise de corps. Mais ces personnes-là, dans l'ADD qui a été rendu par la Chambre, mais la Chambre a ordonné la suspension de la mesure et ces gens-là sont retournés chez elles. À la veille le 23 mars, ces personnes-là, elles sont supposées le 22 mars déjà, là, au soir, d'aller se constituer prisonnières. Si elles ne le font pas, mais nous, on est obligé de les rechercher pour exécuter et reprendre l'exécution de l'ordonnance de prison. Parce que la Chambre l'a que suspendue pendant cette période où elle va procéder à un complément d'information. Mais je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Il faut que nous reprenions les débats le 23 mars à venir, n'est-ce pas? Et ça peut durer encore une fois? Mais naturellement. Mais naturellement. Ce que les gens oublient, en fait, c'est deux dossiers qui ont été joints. C'est ce qu'on appelle une jonction de procédure. Il y a le dossier Paramount, dit Paramount, et le dossier dit Embraer. Mais compte tenu du fait que les faits ont été commis selon le même mode opératoire, à peu près la même période, et que les personnes mises en cause sont les mêmes dans un cas comme dans l'autre pour beaucoup de situations. Vous avez parmi les accusés, des gens qui sont accusés à la fois pour l'affaire Paramount comme pour l'affaire Embraer. Vous avez d'autres qui sont accusés pour l'une seulement et l'autre seulement de ces affaires. Mais compte tenu du mode opérateur qui a été utilisé, compte tenu des manquements, des reproches qui sont faits, qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, lors de l'instruction qui a été conduite à la Cour suprême, les deux affaires ont été jointes. C'est ce qu'on appelle une jonction de procédure. Donc, ce qui fait que c'est une affaire balèze. Ce n'est pas pour rien qu'on a tenu 1 mois et demi de débat. Alors, une dernière question, monsieur le procureur. Pour que chaque citoyen puisse se sentir dans son droit, il faut la justice. Est-ce un message qui est derrière ce grand procès-là que vous avez en cours, Paramount Embraer? Le message, il reste toujours le même. Il reste toujours le même. Et nous l'avons maintes fois rappelé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, quelle que soit la personne aujourd'hui, quel que soit le statut, mais naturellement, dès que vous posez des actes qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale, à un moment et un autre, ben, vous serez interpellé. C'est ce que ça signifie. Et mieux que ça, la loi de 2024, qu'est-ce qu'elle est venue nous dire? Elle nous dit que les faits qui sont susceptibles de constituer le crime d'atteinte au bien public sont imprescriptibles. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est qu'il y avait un certain nombre de privilèges qui n'existent plus pour ces matières-là. Je ne sais pas parce que je suis couvert par une immunité, ce n'est pas parce que je suis couvert par un privilège de juridiction que je vais échapper à la justice. Ça, ça n'existe plus. Tout ça, c'est la loi, la nouvelle loi, le nouveau code de procédure pénale que nous avons, dit qu'il n'y a plus ce genre de couverture pour ces personnes. Vous êtes maire, préfet, en tout cas officier de police judiciaire, ce que la loi considère, ou même parlementaire, etc. Mais si c'est de la délinquance économique et financière, le procureur de la République que je suis, il n'y a plus de barrières et d'obstacles quant aux poursuites contre ces personnes-là. Monsieur le procureur, merci beaucoup. Non, je vous en prie.
Pour l'ORTM, chacun compte. L'ORTM. L'ORTM. ORTM. La passion du service public. ORTM. Notre passion, c'est de vous servir.